Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV extrêmement spéciale dans la mesure où j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui ne va pas sortir mais qui est déjà sorti depuis assez longtemps puisqu'il date pour sa première édition de 2009, qu'il a été réimprimé en 2011 mais en très peu d'exemplaires, c'est-à-dire qu'il est très difficilement trouvable, il est même quasiment en rupture totale dans toutes les boutiques. Il est trouvable quasiment exclusivement qu'auprès de son éditeur, qui est Iron Games. Et c'est un jeu exclusivement qu'en allemand et qu'en anglais, bien que l'on puisse trouver sur le web une petite traduction en français, ma foi bien faite. Mais pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce petit jeu qui répond au nom de Pelopon? Parce que on est passé un peu à côté, très peu de gens en parlent, et c'est un putain d'excellent bon jeu qui correspond exactement à tout ce que j'aime. Et comme je ne m'interdis rien, j'ai décidé de vous en parler et de vous expliquer comment ça marche. Comme ça, peut-être, avec un peu de chance, soit vous le trouverez à la vente, à l'échange d'occasion, soit vous le commandez auprès de l'éditeur auto-édité Iron Games, soit un éditeur français, francophone, se dira « Voilà un excellent jeu, je me fais fort de rencontrer l'auteur et de lui proposer une version française complète. Sait-on jamais ?» En tout cas, j'ai dans les mains cette petite boîte qui répond au nom de Pelopon. C'est un jeu de monsieur Bernd Eisenstein. C'est ça, Eisenstein. C'est un jeu qui se pratique de 1 à 5 joueurs. Il existe déjà parce que déjà ne veut rien dire, il existe déjà des extensions, notamment une qui vous permet de monter jusqu'à 6 joueurs. C'est donc un jeu qui vous permet de jouer de 1 à 6 joueurs si vous avez l'extension, et qui est calculé pour fonctionner en gros un quart d'heure par joueur. Donc la version solo va durer entre 15 et 20 minutes, sauf si vous vous concentrez vraiment beaucoup. Quand vous maîtrisez les règles, à 4 joueurs, ça peut aller très vite. Je me fais fort de vous expliquer comment ça fonctionne. Cette boîte, je vais la mettre par devant moi, je n'en ai pas besoin. Je la pose ici. Voici la règle. Alors là, elle est exclusivement en allemand, je crois, d'un côté, oui, et en anglais de l'autre. Il n'y a pas de traduction française. Donc c'est pas très gros, hein. Je vous la montre comme ça. Là, ça c'est la version anglaise. Voilà, donc la présentation du matériel, de la mécanique. C'est simple, c'est limpide. On est dans du jeu à l'allemande, on est dans du jeu de réflexion à base de ressources et d'optimisation, mais simple. Donc de base, si ça ne vous intéresse pas, ben, vous pouvez filer et faire autre chose, aller faire un peu de sport par exemple. Si seules les nouveautés de moins de 3 mois vous intéressent, vous pouvez faire aussi un petit peu de sport avec vos voisins. Sinon vous restez, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? C'est simple, c'est le genre de jeu qui va vous proposer d'avoir devant vous une petite planchounette avec de quoi gérer vos ressources. C'est excitant comme un tableur Excel, mais les joueurs comme moi, ça leur donne un semblant de début d'érection. Donc chacun en a une, hein, donc il y en a 5 dans la boîte de base pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Je vais vous faire une explication à 2 joueurs parce que c'est un jeu avec des enchères. Donc seul, il n'y a plus d'enchères, on perd un petit peu le sel de la saveur de la spécificité des enchères qui sont extrêmement intéressantes à ce jeu. Donc on ne l'a plus, hein, donc je vais quand même vous expliquer les règles à 2, puis on verra un petit peu après comment on joue tout seul. Donc il y a un petit tableau que vous posez devant vous, vous prenez des jetons à votre couleur. Quand vous êtes un joueur de haut niveau à l'intelligence rare et pure, vous prenez les verts, c'est ce que j'ai fait, et vous placez un marqueur sur votre petite case de gestion du bois, parce qu'il va falloir couper du bois pour construire des choses. Vous mettez un marqueur sur le 0 de votre compteur de ressources de pierre, car avec des pierres, vous allez construire des bâtiments. Vous avez un petit carré dans lequel vous allez gérer la nourriture de vos gens, c'est le blé, les ressources, les denrées de nourriture, donc vous le mettez sur 0. Vous avez un compteur de gens, parce que vous allez gérer une civilisation, nous sommes dans la Grèce antique, et vous allez essayer de devenir la civilisation la plus puissante, donc vous allez avoir des gens, et ces gens, vous allez les gérer avec ce petit marqueur, plus vous allez monter, plus vous allez avoir de gens dans votre cité. Et il y a un petit compteur d'amphores, de la culture, quand tout déborde, c'est les amphores qui vont monter, et ces amphores vont vous permettre de pouvoir gérer et produire des denrées qui vous manqueraient, puisque 2 amphores vont équivaloir à un bois ou à une roche ou à du blé pour nourrir les gens. Voilà pour le matériel que vous avez devant vous. Vous avez des tuiles civilisation, c'est vos civilisations de départ, parce que c'est un jeu de civilisation, donc on commence toujours une civilisation avec un petit bout de terrain. Donc au départ, dans la version de base, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans une extension, on en aura plus. Elles sont mélangées et chaque joueur va en recevoir une. J'en donne une à mon adversaire et une à moi. Je la mets devant moi, comme ceci, et l'autre devant, et ça m'indique plusieurs choses. La première, il y a un petit chiffre rouge ici, je ne sais pas si on la voit, voilà, comme ceci. Ça indique, alors là on est tombé sur le 1 et sur le 2, hein, mais il y a des 7, il y a des 6, il y a des 3, il y a des 5. Ce petit chiffre va vous indiquer déjà votre position pour le démarrage de partie. Au lieu de tirer aléatoirement
au dé ou de décider que c'est le dernier à avoir mangé un kebab qui commence ou le dernier à avoir pété au lit qui commence, c'est le numéro qui vous fera commencer, c'est plus sympathique et ça fait preuve d'aléatoire. Donc là, j'ai fait 1, j'ai le plus petit, donc je me mets en tête, c'est du hasard, hein, sur la petite piste de tour de jeu, de savoir à qui c'est, et ça indique forcément qu'en fonction de l'avancée du jeu, cette position va changer, et comme il y a des enchères, évidemment qu'il est intéressant de gérer cette position. Au départ, c'est de l'aléatoire, on se débrouille avec. Cette petite tuile posée devant nous va nous indiquer aussi nos ressources de départ. La mienne, qui est mécène, me dit que je commence avec 6 ressources d'argent. Alors, il n'y a pas de compteur de ressources d'argent sur mon petit plateau que j'ai devant moi, donc qu'est-ce que je fais? Je les prends ici, à la banque. La banque grecque, c'est la meilleure du monde. 2, 4, 6, donc je les mets juste à côté, j'ai 6 pour commencer. Et j'ai 2 petits bonhommes dessinés, c'est les gens qui viennent avec moi parce qu'ils ont confiance en moi pour commencer ma cité. Donc je prends mon petit marqueur et je le fais 1 et 2, je le mets ici devant moi, j'ai 2 bonhommes pour commencer. Il y a ici une petite chose, là, c'est marqué 2 blés. C'est les ressources que je vais pouvoir récupérer au moment de la gestion de récupération de ressources. Dans le tour de récupération de ressources, on va l'aborder juste après, puisque là, je vous décris la mise en place. Mon adversaire, lui, qu'a-t-il donc? Alors lui, il a pas trace. Et comme il n'est pas trace, il a 7 d'argent, 2, 4, 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Il démarre avec plein d'argent, le fumier. Il a 7 d'argent, mais il n'a qu'un petit bonhomme pour l'aider. Ce n'est pas un bouton train, il va démarrer avec un seul bonhomme. Et la mise en place par joueur est faite. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le jeu? On va trouver une pile de tuiles A, une pile de tuiles B et une pile de tuiles C. Le jeu est donc fini, on va jouer toutes les tuiles A, toutes les tuiles B et toutes les tuiles C. On sait à peu près quand va s'arrêter la partie et on fera, quand il n'y aura plus de tuiles C, qu'elles auront toutes été distribuées ou parties à la défausse, et à ce moment-là, on comptera les points de manière extrêmement subtile. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a des tuiles. À l'intérieur, ça propose 2 catégories de choses, des champs, où on va ramasser des choses, des ressources physiques, on va dire, puisque ce sont de la pierre, des champs qui vont nous apporter de la nourriture ou des forêts qui vont nous apporter du bois, que l'on va placer le long de sa civilisation, on va dire par exemple de gauche à droite. Et il y a aussi des bâtiments, des bâtisses, comme ici un gymnase, une rue, que je vais placer de l'autre côté, comme ceci, pour développer ma ville d'un côté et ma campagne de l'autre. Bien sûr, il y a des règles de pause qui vont entrer en jeu quand je vais tenter de me procurer ces tuiles qui sont bien sûr disponibles en faible quantité à chaque tour et que je vais tenter de me procurer en faisant des enchères grâce à mon argent. Ces choses vont me ramener du bois, de la pierre, etc. que je vais devoir dépenser pour construire des bâtiments. Donc il va falloir un peu gérer toutes ces choses-là au plus fin. Donc ça, c'est pour les ressources qui sont ici. Il y a un système habile que je vais vous expliquer juste après d'achat, parce que quoi qu'il arrive, on va retourner 5 tuiles systématiquement à la disposition, qu'on soit 1, 2, 3, 4 ou 5 joueurs, on va retourner 5 tuiles, mais les conditions d'achat seront différentes en fonction du nombre de joueurs. Il y a aussi des cataclysmes qui peuvent vous arriver, car que serait la Grèce antique s'il ne vous arrive pas des malheurs, hein? Dieu nous surveille, il vient nous taper sur le coin de la gueule quand il se passe des problèmes. Donc il y a la peste qui peut arriver, il y a des tremblements de terre, il y a des peuples qui rentrent en déclin, des tempêtes, etc. À chaque tour, on va tirer des petits jetons qu'on va positionner là-dessus, et à un moment donné, quand une tuile sera remplie de jetons dans sa catégorie, ben, paf, ça vous tombera sur le coin de la gueule. Quand il y aura 3 jetons sur la peste, eh ben, les gens mourront, faudra le gérer. Donc il y a un petit peu de hasard d'aléatoire, mais c'est à vous de le gérer. C'est exactement le même type de hasard qu'il peut y avoir dans un monde sans fin, c'est-à-dire des malheurs qui vont vous arriver. Vous prenez des risques ou pas et vous tentez de le gérer. Donc voilà pour la mise en place. Okay, comment joue-t-on une fois qu'on est mis en place? Eh bien c'est simple, on a une petite tuile comme ceci, je vais me la mettre au centre pour que notre... Oh, j'ai la déportée, on ne l'a pas utilisée encore. Caméra déportée, super node. Voilà, c'est en anglais. Ça nous dit ce qu'on va faire pendant le tour. Il y a 7 phases de tour, donc on va les faire les uns après les autres. D'accord? Donc là, on commence par révéler des tuiles. Donc on prend la pile en cours et je retourne 5 tuiles. Là, on va simuler le jeu à 2. Hein. Donc comme on est 2, je retourne 2 tuiles face visible comme ceci, disponibles. Elles seront accessibles à tout le monde et on pourra enchérir dessus. Et je vais retourner 3 autres tuiles, parce qu'il faut en retourner systématiquement 5, mais elles devront être conquises. Donc j'en mets 1, 2 et 3, juste ici, j'espère que je suis bien calé, voilà, face à la petite tuile conquête qui a été posée comme ceci.
Et là, le jeu peut commencer. On passe à la phase suivante qui est marquée bidding, c'est écrit juste là. Donc, on va faire des enchères. Alors, comment cela se passe-t-il donc? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le joueur qui est le premier joueur, donc en l'occurrence moi, le vert, je vais enchérir sur la tuile qui m'intéresse. Il y a deux rangées. Si je fais une enchère sur la rangée du bas, celle qui est disponible par tout le monde, celle dont j'ai retourné autant de tuiles que du nombre de joueurs autour de la table, c'est-à-dire là en l'occurrence 2, je vais faire une proposition, tout simplement en prenant le jeton à ma couleur, un certain nombre de jetons pognon que j'ai, pour les miser en disant, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le baraquement. Ou alors, c'est cette petite tuile denrée qui est juste là, elle m'intéresse, donc je prends une proposition pour l'acheter. Deux petits règlements pour les enchères. Je ne peux pas offrir moins que ce qui est écrit sur le petit chiffre en bas à gauche. C'est-à-dire que pour faire l'acquisition de cette tuile baraque, il faut que je mette au minimum 2 pour pouvoir prétendre à son acquisition. Je peux en mettre plus que 2, je peux en mettre jusqu'à 4, 5, tout ce que j'ai si je veux, hein, mais je suis obligé de mettre le minimum 2. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a marqué 4, je ne peux pas enchérir à 2, je ne peux renchérir qu'au minimum à 4, mais je peux mettre plus. Voilà pour le premier type d'enchère. Ceci étant, en posant là-dessus, je prends le risque que mon adversaire veuille la même tuile que moi. Je vais vous expliquer après pour quelle raison elle peut être intéressante ou pas. Il va faire une proposition et il doit faire une proposition strictement supérieure à la mienne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si j'ai mis 2 ici, il prend 4, c'est le minimum supérieur, il le pose ici, et moi je suis instantanément obligé de partir et de repositionner ma pile d'argent. Et c'est là que ça devient déjà un petit peu complexe de la stratégie que j'ai dans ma tête. Parce que il va falloir que je me positionne sans remettre une seule piécette dessus. C'est-à-dire que là, je me suis fait avoir. Parce que j'ai mis 3 pour me mettre ici, il me bouscule, je ne peux pas aller là, parce que je me réveille, hein, contrairement à ce que dit la chanson. Et si j'avais décidé d'aller ici, je ne peux pas parce que le minimum est 4 et moi je n'ai que 3. C'est ballot, c'est moche, je ne peux pas enchérir. Et là vous vous dites, mais tu peux aller en haut. Oui, bien sûr, sauf que là il y a des règles spéciales qui sont que je peux enchérir pour les tuiles qui sont là-haut, sauf que, comme elles sont à l'étage, il faudrait que je fournisse, en plus de la somme qui est indiquée là, 3, 3 et 4, la somme qui est indiquée là, plus 3. Pour faire une conquête, il faudrait que je me mette là-haut. Par exemple, admettons que je veuille cette tuile-là, il faudrait que je mette 4 et 6 jetons pour pouvoir revendiquer la propriété de celle-ci. Et bien sûr, comme il m'a viré, je ne les ai pas, donc je suis tout contrit, je n'ai que solution de récupérer mon bien, je ne les perds pas, et en contrepartie, pour ne rien avoir eu pendant mon enchère, je récupère une pièce d'argent, histoire de gonfler mon portefeuille pour les tours suivants. Donc voilà le système d'enchères pour les tuiles standards. En admettant que mon adversaire n'ait pas envie de se battre, il peut très bien mettre 4 ici, et moi j'ai mis 2 ici, et je suis tranquille. Si je n'ai pas assez d'argent ou qu'une tuile ne m'intéresse, je peux dire je passe, et dans ces cas-là, je récupère 3 petites ressources d'argent que je mets par devers moi, juste pour les utiliser lors des enchères suivantes. Mais il faut savoir qu'à ce jeu, plus on achète de tuiles, plus c'est intéressant. C'est pas très super cool de passer des étapes d'achat. Je vous l'ai dit, pour acheter là-haut, il faut fournir le minimum, mais il y a une récompense à ça, à payer 3 de plus, c'est que si je fais une enchère là-haut, plus personne ne peut revendiquer la propriété de la tuile, on ne peut pas surenchérir, elle est à moi, j'ai payé le bonus, je l'ai conquise à la force du poignet et à fort coup de boule, et donc la tuile sera à moi. Donc voilà les enchères. Alors à quoi cela sert-il d'enchérir? Eh bien c'est simple, une fois qu'on a terminé les enchères, on va ajuster le tour des joueurs. C'est-à-dire que le type qui a fait l'enchère la plus élevée, la plus grosse, en admettant qu'il ait acheté ça à 4 et moi j'ai acheté ça à 3, il a surenchéri plus que moi, donc il va devenir premier joueur et moi je vais rester deuxième joueur. Si on est 3, 4, 5, ça serait juste en fonction des 3, 4, 5 joueurs. Et là vous vous dites instantanément, car vous êtes extrêmement malin, mais que se passe-t-il quand on est à égalité? Eh bien c'est simple, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et quand on a passé, on n'a pas enchéri, donc on a mis 0, donc on est le plus bas. Et si on est 2 à avoir passé, eh bien on est à égalité, et donc celui qui était déjà premier dans la piste reste premier dans la piste, etc. On réajuste, vous êtes malin, vous avez compris. Donc, une fois qu'on a réajusté, on prend, c'est marqué phase 4 du tour de jeu, Add Tile to Civilization. Ça veut dire qu'on récupère sa tuile civilisation, et là, on va comprendre l'intérêt d'avoir fait des enchères. Alors, quand on a fait des enchères, bien sûr, on craque son pognon, on l'a perdu, il retourne à la banque.
Donc, en admettant que j'ai récupéré cette petite tuile et que lui a récupéré celle-là. Quand je récupère un petit bâtiment, je vais le poser à la gauche de la tuile qui a commencé ma civilisation. Je remonte un peu mon plateau pour que ce soit plein centre, car c'est plus joli, c'est mon côté psychorigide. Je n'ai rien à faire, si ce n'est à payer ce qui est écrit en haut à gauche. Pour construire une baraque, c'est logique, hein, des baraques, ça ne se construit pas comme ça, avec du vide, il va falloir que je fournisse 2 cailloux et un bois. Et là, vous vous dites, en début de partie, c'est un peu couillon parce que j'ai pas de cailloux, j'ai pas de bois. En étant que j'eût été comme ceci et comme cela, par exemple, j'ai déjà eu 8 cailloux et 4 bois. Je dois fournir 2 cailloux, je fais paf paf, je dois descendre mes cailloux, et je dois fournir un bois, paf, je descends en bois, ma chose est construite, elle est à moi. Mais en étant que je ne l'ai pas, la civilisation, c'est un truc vachement intelligent. Déjà, les Grecs l'avaient compris. Ils ont inventé le crédit. J'ai un peu d'argent devant moi, je peux poser un petit jeton d'argent dessus, et c'est du crédit, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas tiré ou fait apparaître dans la zone centrale, au moment des buildings, des enchères, une tuile comptage et nourriture des gens, et je ne connais pas le terme en français parce que j'ai lu la règle en anglais, je ne me rappelle plus comment on dit. Donc dans le paquet B, il y a des tuiles, quand on les retourne, il va falloir nourrir ces gens et il va falloir payer ce que l'on doit. C'est-à-dire toutes les tuiles où on a mis un d'argent pas d'hypothèque, mais d'emprunt, il va falloir le fournir. Donc, bien sûr, je prévois de les gagner quelques tours après, parce que j'ai un peu de temps avant que ça arrive. Donc, si je ne suis pas bête, j'aurai un petit peu monté mes ressources à ce moment-là. Et si je peux payer, je les paye, je reprends mon petit argent. Si je ne peux pas, je perds ma tuile et les bonus, bien sûr, qui vont avec. Donc, voilà à quoi servent les bâtiments. Bien sûr, au moment où je la récupère et je l'amène vers moi, que j'ai payé ou pas, hein, si j'ai de l'argent, si je n'ai pas d'argent, ça part à la poubelle. Mais là, j'étais un peu con. Normalement, vous êtes intelligent, vous êtes des joueurs sensés, vous ne le faites pas. Quand je ramène une tuile vers moi, quelle qu'elle soit, que ce soit un champ ou un bâtiment, il y a des choses écrites dessus en haut. À droite, ce sont les choses que je vais gagner ou peut-être perdre. Là, c'est une tuile particulière, elle est très très chaude. L'acheter au départ, c'est un peu stupide. Elle me permet de récupérer immédiatement 4 ressources d'argent que je prends tout de suite. Alors vous avez vu, elle m'a coûté 3 aux enchères, elle m'a récupéré 4, c'est extrêmement intéressant. Mais elle a un petit défaut, elle me fait perdre 2 bonhommes, 1, 2. Là, vous vous dites, c'est pas grave, hein, je les avais, si je les ai pas, je peux pas payer, je peux pas donc la poser. Mais surtout, vous allez voir que les bonhommes, c'est important pendant la partie. C'est peut-être un peu prématuré pour moi de les avoir pris. Enfin, peu importe, je ne suis pas là pour vous parler stratégie, je suis là pour vous parler mécanique, règle de comment ça se passe. Donc, je récupère mon argent, je récupère ce que ça m'apporte. Alors, il y en a de toutes les sortes. Hein. Par exemple, celle-ci m'aurait... alors, je vais chercher des maisons, voilà. Celle-ci, là... Le gymnase m'aurait rapporté 2 bonhommes, paf paf, ça m'aurait permis de monter, mais ça m'aurait coûté 3 pierres et 1 bois. Par exemple, là c'est qu'un bonhomme, là c'est 2 bonhommes, là c'est 3 bonhommes, etc., etc. Mais ces tuiles ont d'autres informations, hein. Elles ont parfois des pouvoirs spéciaux, parfois pas, mais ce qu'elles ont toutes, ou presque, ce sont des points de victoire, car au centre ici, vous voyez là instantanément, ce que représente cette petite tuile, il est marqué 4 dessus, c'est le nombre de points de victoire que j'aurai à la fin de la partie si j'ai toujours devant moi cette petite tuile. Okay, il y a très peu de moyens de la perdre, hein, sauf si je n'arrive pas à payer le coût qui est juste là. Et je peux poser des petits bâtiments tant que je veux, sans aucune limite d'aucune sorte, si c'est bien sûr de pouvoir fournir ce que ça me demande. Il y a une autre petite indication qui est au milieu ou sur les côtés, comme celle-ci par exemple. On y reviendra après, au moment où on en aura besoin. En gros, ça va me prévenir, cette tuile-là, si je l'ai devant moi, elle va me prévenir des catastrophes qui vont arriver. C'est-à-dire que là, par exemple, je serai avec le port, hein, je serai complètement sensible au déclin. Ma civilisation, grâce à mon port, est extrêmement souple d'esprit et on ne partira pas en déclin, car j'ai réussi à bien la contrôler. Mais celle-ci, par exemple, le baraque me permet de ne pas respecter les règles de pose que je vais évoquer juste à l'instant, car pour poser des champs, qui sont le deuxième type de bâtiment, il y a des règles de pose qui sont strictes, mais très simples. Au départ, je n'ai pas de problème. Je peux prendre n'importe quel champ. Imaginons que j'ai récupéré ce champ, je le pose ici. Instantanément, ça m'indique plusieurs choses. D'abord, je ne dois rien de spécifique, puisqu'ici, il n'y a pas marqué de coût. C'est des points de victoire. À la fin de la partie, elle me rapportera 2 points de victoire. Instantanément, ça me ferait monter 2 bonhommes. Ça, c'est le coût que j'ai dû payer minimum pour l'avoir. Il n'y a pas de pouvoir spécial. Et ça, c'est ce que ça va me rapporter quand on passera à la phase 6, l'income, c'est-à-dire l'apport des ressources que j'irai cultiver mes champs. Ça me rapportera 1 blé et 2 bois.
Par contre, ça indique aussi qu'à partir de maintenant, les prochains champs que je poserai juste après devront posséder au moins une petite ressource identique à celle-ci. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais poser que ceci. Parce que là, effectivement, il y a du blé, il y a du bois, il y a du blé, il y a du bois. Ou je pourrais poser ceci. Parce qu'il y a du bois, il y a du bois. Il y a du caillou. Mais je ne pourrais pas poser celle-ci. Parce que là, il y a du caillou et là, il n'y a pas de caillou. OK? Donc, à moi de gérer de manière intelligente. Et bien sûr, ça me donne des ouvertures sur ce que vont faire mes adversaires pendant les enchères, puisqu'il y a des tuiles qu'ils ne vont pas pouvoir poser, elles vont être pour moi sourcillées, il n'y a aucune raison qu'ils se mettent dessus, puisqu'ils n'ont pas les moyens de la poser, sauf si on possède ce genre de petites tuiles, comme les baraques, qui me permettent de faire fi, puisque c'est écrit ici, des conditions de pose, puisque grâce à ma baraque, je peux poser n'importe quoi, n'importe où, ça peut être le bordel, les gens le respectent, puisque j'ai construit la baraque. Voilà pour les règles de pose de tuiles. En admettant que je sois comme ceci, quelques tours plus tard dans le jeu. On va passer à l'increase population, c'est ce que j'ai fait l'air de rien, c'est-à-dire que j'ai récupéré ma tuile et j'ai monté mes personnages en fonction de ce qui est écrit ici, c'est-à-dire qu'instantanément, je récupère mon machin, je paye ce que j'ai à payer. On passe à la phase 5, c'est increase population, donc ma tuile m'a permis de gagner un petit bonhomme. On passe à l'income, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pendant ce tour, et là, c'est simple, on va compter les ressources qu'on a gagnées grâce à toutes ces petites choses qu'on a construites. Alors je vous conseille, pour ne pas tout vous mélanger, de mettre votre petit doigt sur le premier type de ressource qui est ici, qui est le bois. Vous dites combien j'ai de bois ce tour-ci et vous comptez. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors on va dire que je suis comme ceci, comme cela. D'accord, hein, on triche un petit peu. Hein. Combien j'ai de bois? J'ai 1, 2, 3, 4 bois. Donc ce tour-ci, je gagne 1, 2, 3, 4 bois. On va dire que j'étais comme ci, ici, comme ça ici, comme ça là. On va dire non, on va faire plus fin. On va dire comme ça ici. Et voilà. Je passe ici, combien j'ai de caillasses? Alors les caillasses, j'en ai 1, 2, donc je monte de 1, 2. Je passe ici, combien j'ai de blé? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 blés. J'ai 6 blés. Donc je vais monter mes 6 blés. 1, 2, et là vous voyez que je suis au maximum du maximum puisque je suis à 13. Tout ce qui dépasse va se transformer en amphore. Donc j'ai dit que j'étais à 6, j'ai monté de 2, 6, donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6. Tout ce qui va déborder va se transformer en amphore. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de dépenser des ressources, si je n'ai pas de ressources, et uniquement quand je n'ai pas de ressources du genre qui m'intéresse, je peux claquer 2 amphores pour se transformer en n'importe quelle ressource qui me manquerait. Le bois, la caillasse, le blé et même l'argent. Si je veux faire une enchère et que je veux mettre plus que ce que j'ai et que j'ai besoin d'argent, imaginons que je vais faire une enchère de tout ça plus 1 ou 2, je peux dépenser 2 amphores pour transformer ça en argent. Une fois que j'ai tout compté ce que j'ai des trucs spéciaux, par exemple celle-ci, là, le porc, il y a 4 symboles. En fait, c'est simple, je décide de ce que je gagne, soit un blé, soit un bois, soit un caillou, soit un d'argent. Là, je réfléchis, hein, j'ai un cerveau assez spatial, et donc j'optimise, je regarde mon adversaire et je décide d'augmenter ce que je veux, ce qui m'intéresse le plus, un d'argent ou autre. Et une fois que ça c'est fait, on va révéler les désastres. À chaque tour, donc, on va retourner un premier petit jeton désastre, et je vais le poser sur la tuile correspondante. Là que j'ai tiré une tempête, c'est dessiné là, je le mets dessus, puis je vais tirer une autre tempête, et je le mets dessus. Il y en a 3 de chaque. 3 de chaque, on le sait, on est prévenu. Le truc, c'est que si au moment où je révèle un petit jeton et que je le pose sur une tuile, on se retrouve avec les 3 marqueurs de la catastrophe, elle se produit et on fait ce qui est écrit dessus. Et c'est simple, c'est limpide, c'est clair. Si par exemple, il y a ceci, le drought, la famine, je perds un tiers de toutes mes ressources nourriture. Si je suis à 9, j'en perds 3, 1, 2, 3. Si c'est la tempête, pour chaque tuile champ que je vais avoir, c'est-à-dire cette tuile de ce côté-là, je vais devoir payer une ressource blé et une ressource argent. Si c'est le déclin, je perds instantanément 10 amphores. Là, j'en ai 12, je passerai à 2. Si c'est la plague, la maladie, la peste, je perds un tiers de mes personnages. Paf. Et si c'est l'earthquake, je vais perdre le tremblement de terre, je vais perdre pour chaque bâtiment que je possède, qu'il soit d'occasion, enfin acheté à crédit ou
m'appartenant de manière ferme et définitive, je vais devoir payer une pierre et un bois. Si je n'ai pas, je perds un bâtiment. Je choisis lequel, mais je perds un bâtiment. Une fois que ça c'est fait, on passe au tour suivant. Toutes les tuiles qui n'ont pas été achetées sont défaussées et on recommence. On retourne, si on est 2 joueurs, 2 tuiles face visible et 1, 2, 3, 2 tuiles assujettent aux conquêtes. Et on joue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du paquet. Je vous l'ai dit. Par moment, vous allez tirer une tuile. Je vais la chercher. Est-ce que je vais tomber dessus? Où est-elle passée? Alors, elle n'est pas là, j'aurais dû les préparer. Alors, bien sûr, plus on avance dans les tuiles au fur et à mesure de la partie, plus elles sont intéressantes, plus elles sont chères, plus allez vous battre. Donc, ça veut dire qu'au début de la partie, vous allez vous préparer aux ressources et plus les pouvoirs sont élevés puisque vous avez accumulé des ressources. Hein. Donc, et là, voilà, alors je ne la trouve plus. Hop, hop, bah, où est-elle? Ah, on sait peut-être. Non, ça s'en est pas sujeté à la famille. Voilà, c'est ça. Elles sont là. Alors, elles arrivent au fur et à mesure. J'en ai pas vu de l'autre côté. J'ai pas dû bien trier comme il fallait. J'ai préparé ça comme un porc. Elles ressemblent à ceci. Voilà, quand vous tirez une tuile avec ça. Attends, je vais la mettre en déporté. Supernode. Est-ce que tu l'as là? Quand on tire cette tuile, à un moment donné de la partie, on arrête. Que je la tourne en première position, en troisième position ou en quatrième position, on arrête instantanément la phase de révélation des tuiles et on fait ce qui est écrit là. C'est-à-dire qu'on doit fournir un blé par personnage que l'on a sur son petit tableau. En étant que je sois à 9 bonhommes, on doit fournir 9 nourritures. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, quand on fait l'income, c'est très important. Quand on fait l'income, on fait le bois, combien on gagne de bois, combien on gagne de cailloux, combien on gagne de blé. Et une fois qu'on a terminé, ici, avant de débuter le tour suivant, on va récupérer autant d'argent que la valeur de ces bonhommes. Et oui, on a des travailleurs. Donc, vous voyez, au début, si je suis entre 0 et 2 bonhommes que j'ai dans ma ville, je vais récupérer 1 d'argent. Quand je suis à 3 ou 4, je récupère 2 d'argent. Quand je suis à 13, je récupère 5. Et plus je monte, plus je vais récupérer de l'argent. Ici, c'est 5 plus 2 petits bonhommes là. Hein, j'ai oublié ça, mais bon, ces explications ne vous empêchent pas d'aller vous plonger dans les règles avant de jouer. Mais donc, on récupère les ressources et aussi de l'argent. Et donc, quand on tire la petite tuile spéciale de nourriture, on doit nourrir ces bonhommes, et si on n'a pas prévu d'avoir assez de nourriture, eh ben les bonhommes meurent, donc on redescend et donc on aura moins d'argent, donc il faut se préparer, on peut en sacrifier parfois, à vous de gérer. Et tout ça jusqu'à la fin de la partie, nous allons jouer suffisamment de tours, c'est assez terminé, hein, 5 tuiles par tour, hein. On en fait 2 là, on en fait 3 là et 1 là, ça fait 5 ou 6 tours. La partie s'arrête et c'est là qu'on va compter les points pour savoir qui est le grand vainqueur, et c'est là que c'est extrêmement fin dans ce jeu, une espèce de petit système à la Knizia qui est, ma foi, fort agréable. Parce que l'idée, c'est que vous allez compter 2 types de points. Et c'est la catégorie de points dans laquelle vous allez être le moins fort qui va vous servir de marqueur de points de victoire. J'explique. Vous allez dans un premier temps compter tous les points que vous avez accumulés grâce aux tuiles que vous avez devant vous. Les 3, 4, 2, 2, 2 et 1. Donc là, par exemple, j'aurai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points. Ensuite, pour chaque point d'argent que j'ai devant moi, j'en fais des petits tas. C'est écrit ici. Pour 3 points d'argent que j'ai devant moi, je récupère 1 point de victoire. Donc là, j'arrondis. Hein. Donc là, j'ai 2 points de victoire supplémentaires. Donc j'ai dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points de victoire. En bâtiment et en bonhomme. Ensuite, je regarde mon petit secteur de bonhomme. Et je vais gagner 3 points par niveau dans lequel je suis. Imaginons que je sois à 9. 3 fois 9, ça fait 27. J'ai donc d'un côté 27 et de l'autre côté 21. J'ai dit 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non 16. J'ai 21 d'un côté et 16 de l'autre. Mon score de fin de partie est 16. Et c'est le joueur qui aura le plus de points validés, certifiés, qui emportera la partie. C'est simple, c'est efficace, ça tourne, c'est beau, c'est exactement tout ce que j'aime. Alors, vous me dites, mais à quoi ça sert de jouer tout seul? Effectivement, moi, par exemple, en tant que joueur qui aime parler à des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un système de challenge. Vous allez devoir faire le score le plus élevé. C'est un jeu d'optimisation, un jeu où il y a des catastrophes qui vont vous tomber sur le coin de la gueule, à vous de les gérer. Donc, vous avez des challenges qui consistent à gérer au mieux pour faire un maximum de points. Ça change quelques bricoles d'installation, mais vous allez, comme dans Agricola par exemple, vous confronter à ce qui va sortir pour tenter de faire le score le plus élevé. Et vous verrez que ça vous mettra en plus
des seuils et des alertes en fonction de ce qui est sorti pour optimiser vos stratégies, car il y a quand même des combos et des stratégies. Un petit peu de chance, un petit peu de combo. Quoi dire de plus, si ce n'est que comme le jeu est très très bon, que ça a été édité de manière autonome et que le type s'est fait plaisir en s'auto-éditant et qu'il a fait des salons des scènes, il a produit quelques toutes petites extensions disponibles dans très peu d'exemplaires, d'ailleurs il y en a quelques-unes épuisées qu'il a fournies pour Essen. Il a rajouté des tuiles, comme par exemple là il y a cette petite extension que l'on rajoute, qui, je ne sais même plus si elle est trouvable, qui vous fait rajouter des petites choses qui changent un petit peu le jeu, mais pas trop. Alors il y a certaines qui changent radicalement le jeu, d'autres qui n'apportent pas grand-chose à part un petit peu de chaos. C'est à vous d'ajuster et de gérer. Donc ça rajoute un petit truc qui est que vous pouvez vous endetter pendant la partie, passer votre tour pour pouvoir récupérer une tuile sans devoir payer, parce que vraiment, vraiment, elle vous intéresse et vous n'en payez pas le coup. Vous avez l'extension mère qui vous permet bien sûr, la voici, de jouer à 6 joueurs, ce qui est intéressant, mais surtout de vous rapporter des tuiles mères qui n'ont aucune autre fonction que de rapporter des points de victoire et faire grimper vos niveaux de bonhomme. C'est sympathique, c'est agréable à jouer, ça permet de faire des ajustements. On ne les achète pas aux enchères, c'est pendant ces enchères on peut s'acheter une tuile mère. Et il y a ceci qui est probablement la plus intéressante, puisqu'elle vous amène des civilisations supplémentaires pour débuter la partie, et qu'elle vous amène un paquet de bâtiments D. La partie va être un chouille plus longue, et elle vous amène aussi 2 tuiles, 2 petits jetons pour gérer comme il y a un tour supplémentaire, un tas de trucs supplémentaires. Elles vous permettent de gérer de manière neutre les catastrophes qui peuvent vous tomber sur le coin de la gueule. C'est-à-dire que si vous retournez un de ces jetons-là, ça ne correspond à aucune catastrophe, elle est mise de côté. Ça fait un petit peu de temps de retard pour que l'earthquake ou la famine vous tombe sur le coin de la gueule. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si ça vous a donné envie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les règles, j'ai mis 30 minutes à vous les expliquer parce que j'ai un peu expliqué en détail. J'ai fait beaucoup de phrases. Je suis un parleur déraisonné. Mais quand on joue, ça va très vite, surtout quand on connaît les tuiles. Ça dure 15 minutes, c'est-à-dire qu'à 4 joueurs, vous allez jouer 1 heure maximum. C'est Péloponnèse. Le voilà, Péloponnèse. Le jeu coûte une trentaine d'euros quand on le commande sur le site internet de l'éditeur. Il n'y a que ça pour le moment. Je ne sais pas s'il lui en reste beaucoup. Peu m'importe, j'avais envie de vous en parler. Péloponnèse, Bernd Eisenstein. Si un éditeur francophone se dit qu'il contenterait bien ce type pour en faire une petite production en français, ça mérite. Il n'y a pas de texte sur les cartes, donc vous pouvez vous le commander et y jouer. En tout cas, moi je suis content, c'est un de mes amis qui l'a laissé quand il est venu et ça fait beaucoup plaisir. Et je pense qu'on va y jouer régulièrement. Péloponnèse, Bernd Eisenstein. Si on trouve des amis, parce que j'ai pas envie de jouer tout seul en fait, pour tout vous dire. Je vais essayer de trouver des gens, 2-3 personnes pour faire une petite partie pour que vous vous rendiez compte de comment ça fonctionne. Je répète le titre, Péloponnèse, donc Peloponnes, en je sais pas quoi, en allemand probablement, de Bernd Eisenstein. C'est Iron Game pour 1-5 joueurs. À partir de 10 ans, on est parti de 45 à 80 minutes. Une trentaine d'euros chez irongames.de. À bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère.